Alexandre le Grand, c'est la deuxième tragédie de Racine, mais ce n'est pas tout à fait la plus connue. Dès 1665, on sait que Racine lit quelques pages de son Alexandre le Grand à l'hôtel de Nevers, là où Madame du Plessis-Guénégaud tient salon. Racine est désormais entré dans le monde et sa nouvelle pièce va abandonner les sujets terribles de la Thébaïde, où l'on ne parle qu'inceste et parricide, pour s'inscrire dans la mode de l'époque, la tragédie galante. Confiée à la troupe de Molière au théâtre du Palais Royal, la nouvelle tragédie y est créée le 4 décembre 1665, devant Monsieur, frère du roi, devant Madame, Henriette d'Angleterre, son épouse et belle-sœur de Louis XIV, accompagnée de quelques grands de la cour. Mais le 18 décembre, jour de la 6e représentation, la troupe de Molière apprend qu'on joue la même pièce à l'hôtel de Bourgogne. Or, l'usage voulait qu'une troupe qui crée une pièce en garde l'exclusivité jusqu'à la publication en librairie, mais Racine prétextera que la troupe de Molière ne jouait pas convenablement la tragédie. Il va sans dire que cette affaire entraîna une rupture définitive entre Molière et Racine. Ce dernier prenant alors l'image de l'arriviste, soutenu par le roi, et à qui tout est permis. La pièce elle-même en tira profit, notamment grâce au rapprochement que l'on fit entre le jeune conquérant macédonien et le jeune roi de France. Le sujet ? Alexandre menace les empires de Taxile et de Porus, tous deux rois des Indes. Il leur offre de se soumettre sans combat, et c'est alors que l'intrigue se met à mêler sans nuance plusieurs souverains, des prisonniers, des combattants, souvent imbriqués dans des liens amoureux incertains, qui tournoient autour d'Alexandre, ce dont témoigne le passage proposé en lecture, acte 4, scène 2. Le dénouement de la pièce prend la forme d'une tragédie galante, sorte de happy end, mais on retient qu'Alexandre se montre ici beaucoup moins comme un soldat conquérant que comme un homme de chair et de passion, d'abord préoccupé par ses maîtresses. Si cette pièce a connu quelques succès jusqu'à la fin du XVIIe, elle disparut pour ainsi dire du répertoire au siècle suivant. Quelques tentatives ont été faites pour la ressusciter jusqu'au XXe siècle, mais l'impression globale reste qu'il faut beaucoup de talent pour faire accepter aux spectateurs cette suite de discours doucereux où l'intrigue historique n'est qu'un prétexte. Oui, j'ai cherché Porus, mais quoi qu'on puisse dire, je ne le cherchais pas afin de le détruire. J'avouerai que, brûlant de signaler mon bras, je me laissais conduire au bruit de ces combats, et qu'au seul nom d'un roi, jusqu'alors invincible, à de nouveaux exploits, mon cœur devint sensible. Porus m'a disputé jusqu'au moindre laurier, et j'ose dire encore qu'en perdant la victoire, mon ennemi lui-même a vu croître sa gloire, qu'une chute si belle élève sa vertu et qu'il ne voudrait pas n'avoir point combattu. Hélas, il fallait bien qu'une si noble envie lui fît abandonner tout le soin de sa vie. Triompher. Mais sachez que Taxile en son cœur vous dispute déjà ce beau nom de vainqueur. Que le traître se flatte avec quelque justice que vous n'avez vaincu que par son artifice. Et c'est à ma douleur un spectacle assez doux de le voir partager cette gloire avec vous. En vain votre douleur s'arme contre ma gloire. Jamais on ne m'a vu dérober la victoire et le jour a partout éclairé mes combats. Il est vrai que je plains le sort de vos provinces. J'ai voulu prévenir la perte de vos princes, mais s'ils avaient suivi mes conseils et mes vœux,
Je les aurais sauvés ou combattus, tous deux. Oui, croyez. Je crois tout. Je vous crois invincible. Mais Seigneur, suffit-il que tout vous soit possible? Qu'ai-je fait pour venir accabler en ces lieux un héros sur qui seul j'ai pu tourner les yeux? A-t-il de votre Grèce inondé les frontières? Vous n'êtes qu'un tyran. Je le vois bien, madame, vous voulez que, saisi d'un indigne courroux, en reproches honteux, j'éclate contre vous? Peut-être espérez-vous que ma douceur, lassée, donnera quelque atteinte à sa gloire passée? Mais quand votre vertu ne m'aurait point charmé, vous attaquez, madame, un vainqueur désarmé. Mon âme, malgré vous, à vous plaindre, engagée, respecte le malheur où vous êtes plongé. C'est ce trouble fatal qui vous ferme les yeux, qui ne regarde en moi qu'un tyran odieux. Sans lui, vous avoueriez que le sang et les larmes n'ont pas toujours souillé la gloire de mes armes. Vous verriez... Ah, Seigneur, puis-je n'allais point voir ces vertus dont l'éclat aigrit mon désespoir? N'ai-je pas vu partout la victoire modeste perdre avec vous l'orgueil qui la rend si funeste? Ne vois-je pas le Scythe et le Perse abattu se plaire sous le joug et vanter vos vertus? Et disputer enfin, par une aveugle envie, à vos propres sujets le soin de votre vie? Non, Seigneur, je vous hais, d'autant plus qu'on vous aime, d'autant plus qu'il me faut vous admirer moi-même, que l'univers entier m'en impose la loi, et que personne enfin ne vous hait avec moi.